vous allez vous expliquer la procédure, mais attendez avant de lever vos mains, je vais vous expliquer. La première question, je vais parler du pourcentage de remplacement. La première strate, ça va être de 0 à 25 %. C'est-à-dire que je vous demande le pourcentage de remplacement moyen que vous constatez dans vos entreprises. Exemple, 0 à 25 %, ça veut dire quelqu'un qui achète tout son remplacement, de 0 à 25 % qui achète son remplacement. De 25 à 50 % il achète entre 25 et 50 % de son remplacement. De 50 à 75 % puis 100 %. 100 %, c'est l'entreprise qui achète tout son remplacement à 100 %. Donc, vous allez lever la main dans vos entreprises, en moyenne chez vous, ceux qui achètent entre 0 et 25 % de leur sujet. Prêt? OK. Entre 25 et 50 %. Il n'y a pas grand affaires encore. Entre 50 et 75 %. Ah. Entre 100 qui achètent le remplacement. Ben, il y en a qui n'ont pas répondu certains, ça ne marche pas. Parce que, écoutez, j'ai fait le même test chez nous, Bernard Plante, avec nous autres, l'année passée. Puis, il y avait 90 % de mes entreprises chez nous qui achetaient 100 % de leur remplacement. Yes. 90 % chez nous. Dans l'assemblée que j'avais dans ma réunion de producteurs, Bernard, ce qu'il est, là? T'appelles-tu? Oui, j'avais tout le nom, mais je m'en rappelle que tu avais fait ça. Oui. C'est quand même surprenant ça chez nous. Peut-être que chez vous, c'est différent, mais c'est dans ce que je vois, oui. Mais il manquait des mais certains parce que ça nous qui était. C'est quand même très important. Ce fait-là, on va essayer de l'analyser un peu. Ma deuxième question, ben, je vais la passer un peu plus tard. Oui. On va voir qu'est-ce que c'est. Pas transparent. Table de matière, elle sort. C'est très bon. Sur la mise en contexte, on va parler un peu de la méthode scientifique que j'ai utilisée, c'est ça. Et les calculs finaux, les critères de sélection. Bon, pourquoi qu'on se pose la question? D'abord, comme tout le monde le sait, depuis quelques années, les normes d'assurance-hospitalisation ont passablement changé. On exige les entreprises qui rentrent autour de 99,8 veaux vendus par plage. Après ça, ça prend aussi un gros minimum de livres de veaux vendus. C'est tous les éléments qui rentrent en ligne de compte. Les femelles de reproduction qu'on garde chez nous pour faire du remplacement, ben, ils ne sont pas compensés par la sport, comme vous le savez. Par contre, s'ils sont élevés, puis ils sont vendus, jusqu'à 1300 livres, il y a moyen d'avoir de la sport sur ces animaux-là. Évidemment, s'ils ont l'indice 92 et plus, comme tout le monde le sait. C'est des éléments quand même qui rentrent en ligne de compte. D'autres éléments aussi, pourquoi se poser la question? Bon, ben, les troupeaux chez nous, quand tu fais des femelles de remplacement avec ton troupeau, il y a des exigences au niveau physique. Il faut que tu retires les taureaux pour être sûr que les mâles ne font pas de saillie chez les jeunes femelles. Ou tu gardes vraiment les femelles avec les femelles, les mères, aussitôt que d'après toi, qui sont toutes saillies, tu les envoies à l'extérieur pour pas que les femelles se fassent saillir. C'est un problème aussi que les parquets d'engraissement ont souligné qui arrive encore de nos jours, malheureusement. Les femelles gravides, c'est pas intéressant en parquet d'engraissement. Puis le fait aussi, quand tu fais tes femelles, bien souvent tu as besoin de garder des taureaux en plus. Évidemment, si tu fais intervenir des races que tu vas avoir, des races paternelles que tu vas avoir, ou encore, évidemment, pour avoir des valeurs faciles, ou encore tu peux utiliser l'insémination, mais c'est des contraintes que les producteurs nous racontent. Après ça, quand tu fais quand tu gardes des torts, des femelles de remplacement, tu as un procédé de sélection à faire, ça prend des réflexions, puis tu fous aussi tes aliments de façon spéciale. Des
gardes à part, puis l'autre, ça fait des enclos, ça fait du travail supplémentaire, etc. Comme je disais tout à l'heure aussi, tu as pas des enclos différents en phase croissante et en phase gestation. Comme vous savez, si vous laissez un paquet de jeunes tares, saillies ou non, avec des vaches, bon, mais quand il arrive à la compétition, il y a de la compétition à la mangeoire, ils peuvent se faire pousser, ça a des conséquences sur la croissance, etc. Il y a aussi le fait des petits groupes. Garder, je crois, 10, 12 femelles de remplacement quand tu as une centaine de vaches, c'est talent, un petit groupe. Puis, tu sais, ça fait du travail supplémentaire. C'est des éléments qui font que les gens pensent à acheter leur remplacement. Par contre, pourquoi élever dans ces circonstances? Même si on a dit tout ce que les gens nous disent pour les acheter, des femelles de remplacement, si malgré tout tu veux le faire, pourquoi tu veux le faire? Bon, tu vois, les producteurs, ceux qui le font, nous disent, ben, c'est parce que là, je peux choisir comme il faut mes périodes de veillage de ces bêtes. Même s'ils sont produits chez nous ou qu'ils soient achetés, ben, c'est plus facile là, de les faire saillir au bon moment pour faire veiller, par exemple, des tares une couple de mois avant tes vaches. Et ça, c'est un attrait intéressant. Si tu produis chez toi et tu fais attention à tes affaires, tu as des contrôles de performance, tu connais aussi ta généalogie. Puis toi aussi, tu as une idée de la fertilité. Fertilité, je vais en parler parce que c'est chicotant. Parce que quand tu achètes des femelles, est-ce que tu sais si c'est le restant des femelles qui n'avaient pas été capables d'accoupler, par exemple, au printemps, puis que tu te déplaces, qui sont nées à l'automne, même les mères aussi, maintenant, qui ont été supposées valer au printemps, finalement, ils ont valé à l'automne. Fait que là, les filles, quand vous achetez des filles de ces vaches-là, vous perpétuez des problèmes de fertilité s'il y en a eu. Fait que quand tu achètes des animaux de remplacement, il faut que tu te poses ces questions-là parce que ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais dans certains cas, ça peut arriver. OK, l'aspect sanitaire et transmission de maladies, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous êtes des conseillers aguerris. Il reste que quand tu introduis des femelles de l'extérieur, il y a des précautions à prendre. Puis il y a évidemment des transmissions de maladies qui sont possibles à faire. Il faut prendre ces précautions, il faut connaître le plus possible le protocole de vaccination de ces animaux-là. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Quand ils ont reçu ça? Puis il faut être quand même très attentif là, à ce processus-là. Quand aussi tu élèves tes propres femelles de remplacement, tu es un bon éleveur, bien, normalement tu peux t'attendre à moyen terme des effets sur l'amélioration du GMQ, puis l'amélioration aussi du taux de sevrage, parce que, bon, si tu es intelligent un petit peu dans ta sélection, bien, Kim, tu vas apporter, ça c'est juste deux éléments que j'ai listés là, mais tu vas apporter quand même de la sélection, de l'amélioration sur des caractères de production qui sont économiquement très intéressants. Aussi, bon, tu achètes, quand tu produis, bien, tu essaies de produire, d'avoir, étant donné que tu as des généalogies, souvent peut-être les performances des mères, mais tu vas essayer de choisir des mères dont les problèmes de vélage ont été le plus restreint possible. Tu vas probablement réduire tes dystocies chez tes femelles. Puis chez les tares, vous savez que c'est les animaux les plus susceptibles d'avoir des problèmes au vélage. Quand tu élèves, tu connais la généalogie, tu connais l'historique des mères. Bon, as-tu une fille, deux filles, trois filles, il y en a-t-il dans le troupeau? Puis comment ça a été leur vélage? Là, tu peux avoir ces données-là. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour essayer de calculer un petit peu qu'est-ce que ça coûte? Je vais y aller avec un budget partiel. On va voir qu'est-ce que ça implique un peu plus loin. Là encore, je vais vous faire travailler. Bon, moi, dans mon hypothèse aujourd'hui, j'ai dit vendre ou garder ces femelles de 850 livres. J'aurais pu dire 750 livres, j'aurais pu dire 790 livres. J'ai choisi 850. Si vous voulez commencer plus bas, vous commencerez plus bas, mais moi, c'est l'exemple que j'ai gardé. Parce que d'une part, chez nous, les producteurs, ils vendent quand même les animaux un poids assez élevé. Puis même les femelles aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi 850. Au niveau de la sélection aussi, ceux qui ont suivi les exposés de Roger Bergeron, il nous exhortait le plus possible à avoir des périodes de post-sevrage chez les animaux de 90 jours. L'animal
une assez longue période de post-sevrage. Comme vous savez que c'est la première pesée en post-sevrage qui compte pour les APD. Alors, si on vise un 90 jours, même et plus, au niveau du post-sevrage, c'est très intéressant. Ça, c'est un élément pour lequel j'ai choisi un poids un peu plus élevé. Là, la question que je vais vous poser, j'ai un animal, pas oublier que c'est une femelle, une mâle femelle. Combien ça coûte d'amener un animal à 850 livres? J'ai quelques choix pour vous autres. 500, 600, 600, 700, 800, 900, 1000 $ le plus. Quels ceux qui pensent que ça coûte 500 à 600 piastres? Vrai coup. Ça veut dire que tu inclus le coût de nourrir la vache pendant qu'elle l'a portée, pendant qu'elle l'a élevée. Jusqu'à 850 livres. 500, 600, je n'ai pas de réponse. C'est une bonne nouvelle pour vous autres. 600 à 700 piastres. Non. 800 à 900 piastres. 800 à 900 piastres. Ça commence à faire des bons coûts de production. 1000 $, 1100. 1100 et plus. La réponse est certainement entre 1000 et 1300 $. Et selon les sources, sur, par exemple, le coût de production en 2010 du CA-CPA, le Centre d'études sur les coûts de production, ça se situe facilement là, dans ces eaux-là. Fait que ça, il faut que vous ayez ça en tête, parce que moi, là, je vais travailler dans mon hypothèse. Comment ça coûte de garder les femelles en remplacement à partir de 850 livres jusqu'au poids, jusqu'au vélage. Okay? Fait que si vous voulez avoir le coût total, ben vous rajouterez le 1000 ou 1200 ou 1300 piastres à ce que moi je vais déterminer tout à l'heure. Vous allez probablement faire le saut. Comment ça coûte de lever une vache laitière? Une nouvelle vache laitière à vélage de 4 mois. 2000, 2500, 2700, 2700, 2008, 3200 $. La dernière analyse des coûts de conseil. Ça coûte des gros sous. C'est sûr que c'est avec ça, c'est vraiment avec les coûts actualisés des grains, etc., les bâtiments, etc. Fait qu'à 3200, là, si vous vendez vous achetez une femelle de remplacement au stade à 3200 piastres, vous la payez 2005, vous faites une bonne affaire. Ça, c'est pour l'amener jusqu'à son premier vélage. Jusqu'à 24 mois. Oui, mais Antoine, tu n'es pas dans le deuil, dans Austin. Hein? En Austin, tu n'es pas dans le deuil. Non, c'est pas Austin, non, c'était juste pour vous donner une idée. Il est réveillé, il a passé là. Quand on fait un budget partiel, en fait, on fonctionne comme ça. Les améliorations, qu'est-ce qui va induire des améliorations? C'est-à-dire les produits en plus, les dépenses en moins. La détérioration de notre affaire, c'est les produits en moins qu'on va avoir et les dépenses en plus. Bon, c'est un petit peu fastidieux, mais ça se comprend bien. Bon, les améliorations, si on est l'air. OK? Les produits en plus, les dépenses en moins. J'ai adapté ça du dernier coût de production CA-CPA 2010. J'ai fait des extrapolations, j'ai fait des additions, des soustractions, des proportions. C'est pas parfait, mais c'est ce que j'ai pu faire de mieux. Bon, je vous disais tantôt dans mon introduction, on peut s'attendre peut-être à une augmentation du GMQ d'environ 2 %. Je l'ai évalué, ça j'ai dit par année en plus, là, mais mettons pour une année, là, à peu près à 37 $ par année par femelle de remplacement produite. Après ça, le taux de sevrage, augmentation de 2 % par année, ça arrive à peu près à une moyenne, d'après mes chiffres, de 68 $ par femelle. Bon, les dépenses en moins. Si j'élève, je n'ai pas besoin d'envoyer ma femelle à l'extérieur. Donc, j'ai mon frais de commercialisation de la femelle, les frais du syndicat autour de 17 $ en moins. J'ai une dépense en moins aussi de transport. Moi, évidemment, je fais ça à ma région. Quand c'est en région, ça joue entre 12 et 15 $. Si on envoie des animaux à Saint-Isidore, facilement 18 $.
Fait que je fais l'addition de ces choses-là. Les améliorations sur mon élève, pour l'instant, retenez le chiffre autour de 140 pièces. Bon, maintenant, on va parler des détériorations sur mon élève. Qu'est-ce qui se passe? Si on détériore, donc, on a des produits en moins, on a des dépenses en plus. Donc, mon produit en moins, si j'élève, je ne vendrai pas ma femelle, elle reste chez nous. Puis en plus, je n'ai pas de l'astral. Bon, à 850 livres, à la ferme, vous avez vu ce matin, c'est concordant avec ce que Pierre a dit. Le string autour de 7%, ça veut dire que ma bête de 850 livres à la ferme, rendue à Saint-Isidore autour de 790 livres. Je perds aussi l'astra qu'elle a eu en haut dans la bouche, plus l'astra bourillon. Parce qu'on a vu tantôt, bon, le maximum d'astra vers jour, évidemment, c'est 750 livres. En dehors de ça, c'est le régime bourillon. Fait que je fais mes calculs, 790 livres. Là, j'ai mis mes femelles 1,26. C'était au début septembre, autour du 10, 11 septembre. À peu près 1,26. Puis, au niveau de mon ASRA, j'avais demandé à la personne de l'ASRA de me répondre exactement ce qu'il pensait. Lui, il m'avait donné 40 sous, autour de 40 sous 27 la livre nette. Puis, le régime bourillon à 0,005 piastres. C'était pas énorme. C'est pas des gros montants. Mais tout ça, ça me donne quand même les produits en moins 1297 piastres. Je pense que vous êtes un petit peu d'accord avec moi. Avec une 1,26, il y a déjà juste 995 piastres de vente de produits en moins. Les dépenses en plus que je vais faire si je l'ai. Là, tantôt, je vous ai dit, il faut penser à 850 livres et plus. Les frais d'élevage de la femelle de 850 à 1232 livres, parce que là, il faut que je la rende prête au vêlage. C'est exactement ça que je calcule. Puis on va aller voir les diapositives suivantes. Là, j'ai des totaux, mais c'est pas grave, on va les revoir tantôt. Là. Mais là, au prochain diapo, on va calculer, montrer c'est quoi que j'ai pris comme données pour calculer ça. Donc, j'ai un petit peu deux scénarios. Un scénario de vêlage de printemps, puis un scénario de vêlage d'automne, pour élever la femelle de 850 à 1232 livres à 24 mois. Ça, c'est mon premier scénario. En moyenne, autour de vêlage autour du 15 mai. Donc, ma femelle naît au mois de mai. Avec ce scénario-là, je ne vous dis pas, évidemment, comme je vous disais, moi, je me pars à 850 livres, mais elle a fait un bout de chemin avant. Elle atteint le 850 livres, ma femelle naît le 15 mai, le 850 livres le 15 août environ, je crois environ vers 15 mois. 15 mois, c'est quel âge, d'après vous autres? Qu'est-ce qu'on fait à 15 mois? C'est ça. C'est aussi en concordance avec ce que je pense au niveau de la sélection. Souvent, on va faire peut-être une certaine sélection là, très évidente au sevrage, une autre en post-sevrage avec un bon post-sevrage assez long, puis un autre à la saillie aussi. Parce que la femelle, elle peut changer quand même passablement entre, mettons, la pesée 1 an, 12-13 mois et le 15 mois. Des fois, c'est une période quand même assez critique. On fait une autre sélection à ce moment-là au niveau de la saillie. Il peut arriver des événements aussi qui fait que tu ne gardes pas ta femelle. Bon, fait que là, j'ai 850 livres, puis ça fait une femelle, là, pour votre information, là, qui a depuis sa naissance un gain de poids de 1,67 par jour. Vous allez voir que mes GMQ ne sont pas très, très élevés, puis c'est concordant avec ce que je pense aussi du poids de femelle qu'on devra atteindre, qu'on en reparlera tantôt. Fait que ça, cette femelle-là, elle fait du pâturage jusqu'au 15 octobre, elle sort du pâturage à 932 livres, elle a fait un gain de 1,35 livres par jour, ce qui est quand même très modéré. Mon hiver 2, 213 jours, GMQ de 1,4 livres par jour, fourrage à volonté. Là, j'ai mis un petit peu de grain. Je sais que Pierre n'aime pas bien ça, mais je l'ai mis pareil. J'ai mis 1,25 kg de graisse, c'est quand même pas gros, plus 100 g de minéral. Là, on est rendu à 1232 livres, elle est prête à avaler. On est rendu au 15 mai, soit à peu près la mise au pâturage, ou pas là. C'est une période de préparation au vêlage. On l'a travaillé pendant 274 jours depuis le 15 août, qu'elle avait 850 livres. Elle a gagné de 850 à 1232, un gain modéré, que je considère très modéré, en 1,39 livres par jour. Et évidemment, mon 1232 est expliqué par 85% d'un poids adulte que je paye à peu près de 1450. Il est même un petit peu élevé.
la 1450, c'est des poids quand même qui commencent à être intéressants. Bon, dans mes scénarios, 120 pièces à tonne métrique, 120 pièces dans l'analyse de groupe là, Vacheveau 2010, on était à 119 pièces, c'est pas, j'ai mis 120. J'ai mis une consommation en hiver 2,35, incluant la perte de fourrage. J'ai mis des grains déclassés et des moyennes de grains de différentes sources, à peu près à 280. Puis, comme je l'ai dit tantôt, 1,25 kg par tête par jour. Pâturaire à une pièce par tête, parce que je considère que ces animaux-là sont moins grosses qu'une vache qui allait. Fait que j'ai mis à peu près 50% du coût d'une vache. Litière, 213 jours en hivernage, 2 kg par jour. Vous avez vu ce matin les chiffres à Nathalie. Il y a quand même plusieurs, c'est entre 2 et 4 kg. Moi, chez nous, j'ai l'impression souvent, malheureusement, que ça vire un peu autour du 2 kg. J'ai mis à peu près 1 kg de premier de vieux foin, puis 1 kg de litière à peu près à 100 pièces la tonne. Donc 21 pièces et 30 de litière. Saillie, 35 pièces, minéraux, 23. Vétérinaire et médicaments, travail. Travail, évidemment, ça compte tout le travail en été ou en hiver. Fumier, 23 et 10, c'est le fumier. Les prêts, tous ces frais-là, autour de, ça fait un total de 682 pièces, soit à peu près en moyenne 2,49 par jour de frais. À ce à quoi j'ajoute les intérêts. On l'a vu tantôt, il avait compté, je pense, à 5,5. Moi, j'ai mis 6 Tu prends la valeur du veau plus la score, plus ce que ça te coûté comme intrant, divisé par 2 fois 6 ça fait 59,37. Ce qui me fait que j'aurai un frais d'élevage en valeur de printemps de 741 et 52. Mon scénario numéro 2, lui, c'est un vélage d'automne du 15 septembre. J'atteins 850 livres le 6 janvier à 15,73 mois. Le GMQ est un petit peu plus faible, je crois, est à 1,59 livres par jour. Le reste d'hiver, à partir du 6 janvier au 15 mai, j'ai 130 jours à 1,4 livre. Je sors au pâturage à 1033 livres. Je mets ça au pâturage du 15 mai au 12 octobre, 147 jours. J'atteins le même chiffre tantôt que je voulais avoir. Ça s'en va à 132 livres en comparaison au vélage. Ça me donne 277 jours d'élevage. J'ai plus de 1,38 par jour. Et voilà. Les mêmes éléments tantôt, c'est les mêmes chiffres. Litière, j'ai 130 jours au lieu de 213, ça me fait 13 piastres. Saillie, minéraux, vétérinaire, travail, c'est un petit peu différent dépendamment de la proportion en hiver ou en été. C'est pour ça qu'il y a des variations. Fait que le total des frais, un peu comme j'ai fait tout à l'heure, ça fait 561,95. Ça équivaut de 2 et 3 par jour pour 270 jours d'élevage. Pourquoi c'est différent en automne? C'est parce que à la deuxième année, l'animal arrive, qui est quand même gros. Même la première année, excusez, il est né, mettons, le 15 septembre. Quand on va arriver à la mise de pâturage au 15 mai, l'animal est en mesure de quand même de consommer beaucoup, puis de faire le pâturage. Ça coûte moins cher qu'en hivernnement. C'est pour ça que le vélage d'automne arrive à un coût un petit peu moins élevé que le vélage de printemps, juste cette phase-là. Par contre, le vélage d'automne, il ne faut pas oublier non plus que la vache en vélage d'automne va coûter plus cher un peu, évidemment, à nourrir. Au lieu de, mettons, 12 balarons, 12 et demi, peut-être qu'on va coûter 15 et demi, 16 balarons pour ton hivernage. Ça va, vous me suivez? Je mets encore mes intérêts, 55 et 76. J'arrive à 617 et 61 des vélages d'automne. Fait qu'on récapitule. Si on élève avec les prix actuels, somme des améliorations, on a vu 140 piastres. Somme des détériorations, 2038 dans le vélage de printemps, 1923 dans le vélage d'automne. Fait qu'on a un avantage apparent à acheter ces femelles de, mettons, 18,98 dans le vélage de printemps ou 17,83 dans le vélage d'automne. Fait que c'est la somme un petit peu qu'on peut penser avoir, ou à peu près, parce que là-dedans, il y a des sommes, quelques sommes qui ne sont pas vraiment déboursées, mais ça vous donne une idée quand même, là, 1900, 18, 1900 piastres, ça donnerait aux producteurs pour acheter ces femelles de remplacement. Mais c'est pas juste ça qu'il faut regarder, je vous l'ai dit tantôt en introduction. J'ai bien aimé
la suite de ma présentation, je trouvais qu'elle allait bien avec, qu'est-ce qui avait été publié par Pierre Dufort et Bernard Doré dans Gay Réseau. Un checklist, là, quand on fait des achats ou des ou l'élevage de ses propres sujets d'affaires. Je pense que ça résume très bien ce qu'on veut avoir. Évidemment, des animaux qui sont vaccinés, DVD, IBR, leucose, paratuberculose. Croisement maternel, laitier, rustique, pas de père de race terminale. Je rajouterai ici, évidemment, avec une stature modérée. Quand ceux qui étaient là à Tursault, on a quand même discuté avec M. Carlier. Bon, c'en est un exemple, mais d'autres aussi pensent maintenant, c'est ça, à travailler sur le frame score des vaches, parce que, c'est sûr que la fournaise est moins grosse à chauffer, puis je pense que d'avoir une stature modérée, moi je pense qu'intuitivement, on sauverait de l'argent. Pour la naissance modérée, sans difficulté. Naissance au début du cycle, bien simple. Ceux qui naissent en début du cycle, c'est celles qui sont dont les mères ont été fertiles le plus tôt lors des périodes d'accouplement. Quand c'est possible de le faire. Quand c'est ton propre élevage, c'est plus facile. Quand c'est des tares achetées sur des gros lots, c'est plus dur. Robe rouge, si on ne veut pas avoir de veau noir, vous savez un petit peu comment ça se passe. Éviter les têtes toutes blanches pour le pink eye, les crayons non pigmentés pour les coups de soleil. Un GMQ d'instant sevrage plus grand ou égal à la moyenne, j'ai même des réticences aussi. Là, le gain est important, mais il y a tellement d'autres éléments plus importants que ça, je pense. Là. Une femelle qui a des qualités maternelles, qui s'occupe bien de son veau, qui n'a pas de problème ovaire, c'est encore plus important d'après moi que le gain qu'elle va faire faire à ses deux. Ça, c'est mon avis. Si elle a un bon croisement avec le taureau, va amener quand même cette chose-là. Si on choisit bien l'appariement des races et des croisements. Bons EPD en GMQ des parents en règle générale. Éviter des très gros veaux, des 2 livres et quart et plus. Puis des cotes de chair en haut de 3,5 sur 5 pour avoir des torts trop grasses aussi quand vous les achetez. Un certain âge assez jeune, et qui sont déjà grasses, mais ça peut avoir il peut avoir eu du gras au niveau du pied qui peut avoir une influence sur les cellules qui vont produire du lait plus tard. Et faites attention aux torts grasses. Bonne conformation, d'eau féminine, forte capacité d'ingestion, tantôt, on en a parlé ce matin, les vaches qui mangent bien le fourrage. Placement des pattes avant et arrière, les sabots, les onglons non écartés, c'est important. Stature modérée, je reviens encore là-dessus, mais c'est important, un frame score autour de 5,5, économie d'entretien, hauteur des hanches de 45 à 50 pouces à 12 mois, poids adulte 12,50 à 1400 livres. Et je pense qu'il faut revenir à des poids qui sont plus raisonnables. Torse saillie à 14-15 mois, vélage à 23-24 mois. Taureau utilisé avec des bons EPD faciles au vélage. Il y a la question des races, mais à l'intérieur des races qu'on dit faciles au vélage, il y a des taureaux qui peuvent être difficiles au vélage. Il faut pas être la race qui compte, évidemment. Il faut regarder si, quand il y en a, les chiffres disponibles au niveau des EPD. Pas d'implant ni d'anabolisant, évidemment, parce que c'est des torts des animaux qui est fait pour leur production. Tempérament, bien important. Et les vaches que tu mets le pied dehors du pion, puis ils sont rendus au trait carré, là, c'est pas tellement plaisant. Je pense que le tempérament, c'est très important. Si tu veux avoir des animaux calmes, ça a des effets aussi sur les autres veaux, sur les autres animaux. Les mères avec d'excellents systèmes mammaires, des pieds qui sont quand même relativement hauts, et des petits crayons bien placés. Tu sais, quand tu arrives avec des gros crayons, des gros fils de même, c'est très dur à têter. Le veau a bien la misère à têter. C'est des crayons souvent que vous allez perdre dans le réseau. Je pense que la grosseur des crayons est importante et qu'ils sont bien placés aussi. Puis évidemment, quand on est capable d'avoir son propre élevage, ben, on peut regarder les mères aussi, les filles dont les mères ont des taux de sevrage 100%, ou à tout le moins les meilleurs qu'on peut trouver dans le troupeau. Afin qu'il y ait aussi des intervalles de vélage qui sont constants, évidemment, c'est une preuve de fertilité, ça devrait se transmettre.
Diagnostic de vêlage par un vétérinaire, pas garder des pensionnaires pour rien. Avec les nouvelles façons de procéder de la sport, je pense qu'il est d'autant plus indiqué de faire des tests de gestation à la fois chez les femelles, chez les taures et les vaches qui vont vêler. Diagnostic de vêlage, idéalement quarantaine CHA. Malheureusement, souvent, on voit, je parle pour chez vous, je ne sais pas, les animaux qui sont achetés trop tard l'automne, c'est toujours avec le feu. C'est des animaux qui arrivent chez vous au 15-20 novembre, qui sont malheureusement trop proches des autres animaux. Puis les autres animaux sont en train d'avoir des peurs de vêlage. Je vais te dire en affaire, c'est déjà arrivé des malheurs chez nous. J'espère qu'il n'y en arrivera pas chez vous, là, mais il faut faire attention à ça. C'est possible de faire son achat de sujet dans une période un peu différente aussi, puis être capable vraiment d'avoir une quarantaine de nouveaux visiteurs. Bon, idéalement, c'est ça, moi je voyais très bien un achat en août-septembre. Surtout si tu achètes au Québec, tu es capable de te déplacer chez les vendeurs. Je pense que ça, c'est un avantage. Parce que là, tu vois à la fois la mère, tu vois le veau, tu vois l'ensemble du groupe. Ben là, tu accroît tes chances de succès. Là, parce que à partir du moment, tu peux même voir le génital, le père, le mort. Je pense que c'est des éléments intéressants. Bon, en conclusion, selon les prix actuels, plusieurs qui achètent, mais il y a plusieurs considérants. Les coûts de production, ils varient rapidement. Puis, ce qu'on dit aujourd'hui, dans 3 mois, dans 4 mois, ça peut être différent. Puis, qu'est-ce qui est difficile à prédire? Là, je pense que les bols de cristal nous disent que ça va être bon encore plusieurs années. On a vu ce matin qu'est-ce qui s'est dit. J'espère que la boule de cristal est meilleure que celle qu'on a déjà eue, parce que des fois, ça change rapidement. Il peut arriver une catastrophe, il peut arriver une situation sanitaire qui fait que bang, le prix des animaux baisse. Il faut faire bien attention à avoir ces certitudes-là, parce que si on était vraiment sûr, c'est sûr que ça, il y a des fortunes qu'on gagnerait. Hein? Je ne sais pas. T'sais, quand on achète un animal on fait le remplacement en 2000, 2002, 2004, 2005. Moi, je sais que j'ai travaillé depuis le début de ma carrière. Une bonne vache commerciale de boucherie, ça se vendait 13, 12, 13, 14, 1500 piastres. Là, c'est rendu 18, 19, 20, 21, 22. Et là, je suis un petit peu mal à l'aise parce qu'on ne sait pas. On espère que les prix des veaux vont être bons encore longtemps. Moi, ça. Statut sanitaire très important. Évidemment, quand on achète, comment être sûr de la qualité, c'est toujours un pensée. Mais il y a des avantages, des inconvénients dans les deux systèmes. Ça sera à vous de conseiller vos producteurs du mieux que vous. Je remercierais aussi spécialement Pierre Dufort, Gaëtan Monod, qui dit la pointe pour leur remarque pour la présentation. Je vous remercie. Mortalité pour arriver. Probablement que c'est peut-être pas assez élevé. Il y a deux choses que j'ai pas mis. Ça, tu poses un bon point. Il y a la question aussi de fertilité des filles. Combien de pourcentage de tes filles? Parce que si tu as 20 jeunisses, là, probablement que tu vas avoir 18 gestations. Oui, il y a ça. L'autre élément que je voulais bien comprendre, tu quantifies le coût d'élevage d'une femelle. Donc, tu prends ta fille, si tu l'élèves, celle-là, tu vas la garder. Est-ce que tu faisais l'hypothèse que les autres élevés, tu vas sélectionner ceux qui vont être revendus, tu vas couvrir tes frais d'élevage? Ben, c'est sûr qu'il y a une partie qui va servir à ça. Hein, parce que, comme je disais tantôt, dans ma tête, à moi, il y a une sélection qui se fait au sevrage, il y a une sélection qui se fait en post-sevrage, puis une sélection qui se fait à saillie. 3 sélections. À toutes les fois que tu élimines des animaux, cet argent-là, c'est prévu dans le coût de production à l'ASFA aussi. Tu as une partie de l'ASFA qui est faite pour compenser pour le stress. Effectivement, je n'ai pas eu de mortalité là, pour pouvoir le dire, mais c'est sûr qu'il y en a. Là. Mais à quel âge que je vais remettre la mortalité? J'aurais tiré bon, 24 mois à 12 mois à mal.
ne l'ai pas quantifié, c'est vrai. Antoine, Oui. je peux regarder, exemple, si je suis un troupeau qui achète, je vais utiliser plus des taureaux terminales au lieu d'avoir le plus, comme quoi que si moi j'ai pris une décision que j'achète mon remplacement, ben, toute ma batterie de taureaux, c'est des taureaux terminales. Cette plus-value-là, est-ce que tu peux regarder à mener? C'est sûr, quand tu achètes évidemment le premier VLR, si tu achètes des stars de stand, ça va être des taureaux de race ou de facilité de VLR, ça c'est sûr pour le premier. C'est sûr qu'il y a un effet intéressant sur ça. Mais encore là, quand tu achètes un taureau terminal, on met un virage, un char à l'air, un limousin, tu sais-tu s'il va être qualifié sur de qualité du corps? Non, je ne l'ai pas évalué comme tel, mais c'est sûr que c'est en meilleur avantage. Et il faut que ça vaille aussi. Souvent, la corrélation entre taux de gain et facilité de VLR, il va y avoir des problèmes aussi. Non, cet argument-là, souvent, les tendus, mais c'est sûr que ce n'est pas nécessairement facile à dire. Parce que, maintenant, tu sais, dans mon troupeau, c'est peut-être équivalent à 30% de mon troupeau. Pas tout, parce que mon troupeau, on ne peut pas mettre de plus-value pour son terminal à Juste une dernière chose, avez-vous réalisé tantôt, quand je vous ai dit, combien ça coûte de 0 à 850 000? Vous aviez le chiffre tantôt, plus les chiffres, plus que j'ai mis, là. Additionner les deux. Tu l'as additionné avec ton 100. Tu l'as additionné ton 700. Non. Ton 700, ton 700, c'est pas ça? C'est pas 600, 700, tu ajoutes ton 800. Non. Ben, mon doux. Le coût total, c'est 12 000 1300 $, plus le dernier tableau. Là. Plus. Le 2000. C'est bon? C'est ça, donc Et ton 800 plus 700. la dernière, 2000 au total. Oui. Les options, c'est intéressant, les deux options. La seule problématique à l'heure actuelle, dans le fond, c'est qu'il manque un peu dans l'industrie comme une structure. Hybridation. D'acheter des remèdes de remplacement avec un historique. Souvent, on a obligé d'acheter quoi dans le fond avec un historique. C'est sûr, tu achètes sur quoi, là? Si tu n'as aucun chiffre, là, on va dire une chose, tu peux bien tomber si tu tombes avec des éleveurs consciencieux au bout de la ligne. Et tu te demandes, ben, le lot, là, c'est quoi? C'est le moyen de chance. Je pense qu'il y a encore une structure dans le fond pour produire des remèdes de remplacement, mettons, sur une base régulière. Donc, quand tu as plus historique, là, l'autre, on peut peut-être encore plus acheter. merci beaucoup,